Je crois que moi, ce qui me fait faire de l'analyse fonctionnelle, c'est de me dire qu'à chaque fois qu'il y a des troubles du comportement, la personne, il y a une forme de mal-être. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, pour une vidéo importante. Oui, tout à fait, parce qu'on va parler d'analyse fonctionnelle. Et oui, avec Arthur Guilleux de l'ADAPI 35. Alors Arthur, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est l'analyse fonctionnelle? Parce que l'analyse fonctionnelle, en fait, c'est se poser la question, c'est quoi la fonction d'un comportement? Mais pour se poser cette question-là, il faut se dire, c'est quoi déjà un comportement? Souvent, on utilise la métaphore de l'iceberg, parce que ta partie émergée, c'est celle que tu vois apparaître, c'est ton comportement, mais qui est déterminée par plein de trucs, en fait, auxquels tu n'as pas accès. Auquel tu as d'ailleurs rarement accès, ce qui fait que tu peux étudier le comportement en essayant de te dire à quoi sert le comportement, c'est quoi sa fonction. Et comment en fait réaliser cette analyse et avec quel outil? Il y a plein d'outils, il y a plein de grilles plus ou moins standardisées. On peut évidemment utiliser l'observation aussi. Dans tous les cas, c'est un travail du regard. Parce que tu perçois des trucs, des pièces de puzzle que tu vas essayer d'agréger avec les pièces de puzzle des autres. C'est un travail qui se fait à plusieurs, évidemment, parce qu'en plus, toi, dans ton travail, tu peux avoir plein de biais, d'a priori, qui font que tu ne vas pas forcément voir la même chose que ton collègue. Donc, on se dit que le cerveau collectif, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'à plusieurs, tu arrives à quelque chose qui est beaucoup plus efficace pour pouvoir poser des hypothèses fonctionnelles. Mais c'est toujours des hypothèses à la fin. Alors, est-ce que tu peux nous dire si l'analyse fonctionnelle, ça se fait vraiment en équipe pluriprofessionnelle? C'est l'idéal, ce serait l'idéal. Parce que c'est ça qui permet de limiter le plus les biais. Mais au fond, le psychologue, quand il fait son analyse fonctionnelle, il peut la faire seul avec certains outils qui essaient de limiter les biais. Et je crois que la richesse de nos institutions, c'est justement de profiter du regard de tous. Et en fait, avec quel public c'est le plus important l'analyse fonctionnelle? Oui, parce que c'est vrai que théoriquement, on pourrait le faire avec n'importe qui. Sauf que quand tu n'as pas de handicap, quand tu es neurotypique, tu peux dire en fait toute la partie immergée, tu peux la dire. Je peux t'expliquer que ça va pas parce que, je sais pas, on est le matin, parce qu'il flotte, parce que tout ça, je peux te le dire directement. Quand tu as un handicap mental, psychique, que tu as un trouble du développement intellectuel, des troubles de la communication par exemple, c'est vachement moins facile. Ce qui fait que quand il y a quelque chose qui monte, qui va pas, c'est l'agitation de mon corps qui va s'exprimer à travers des comportements. Mais même quand on dit ça, on dit que les troubles du comportement, c'est un signal, c'est une alerte. C'est pas là pour poser problème ou pour mettre à mal une institution ou un collectif, c'est un signal communicationnel. Et à ce titre-là, il faut le décrypter. Peut-être que ce qui est le plus dur, c'est que plus le handicap est important, plus le message il est dur à décrypter. Et il faut être encore plus prudent. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est vraiment l'objectif final? Oui, parce que là, on a parlé de... Tu as récupéré les pièces de puzzle, tu les as mises ensemble, tu as commencé à poser des hypothèses fonctionnelles. Le but, c'est de dire le comportement de cette personne-là, à un moment donné, il n'est pas adapté. Il n'est pas adapté parce que ça fait souffrir la personne, ou il n'est pas adapté parce que ça fait souffrir le collectif ou son entourage, etc. Mais il répond à un besoin, il remplit une fonction. Donc le but de l'analyse fonctionnelle, c'est de comprendre à quelle fonction ça correspond pour pouvoir lui proposer un comportement fonctionnellement équivalent, c'est-à-dire qui va permettre de répondre aux mêmes besoins, mais de passer par un autre chemin, d'une autre façon. Et dans ces cas-là, on part toujours de ce que la personne, elle fait déjà. Parce qu'encore une fois, personne dans nos structures, personne peut-être ça fait 30 ans qu'elle est en train de gérer son angoisse et t'as pas attendu pour essayer de trouver des techniques. Donc tu peux pas arriver depuis une position de tout sachant en disant « Eh ben c'est facile, on va exclusivement apprendre un nouveau comportement et puis ça va être évident ». Il faut nous lui proposer un comportement fonctionnellement équivalent, ne pas chercher l'extinction du comportement de base. Si le comportement alternatif est fonctionnellement équivalent, il va remplacer naturellement le comportement. Sachant que tes préconisations, elles sont de deux types. Celles qui vont viser l'environnement, et quand on dit l'environnement, c'est aussi la posture des gens autour de la personne, ou elle va viser la capacité propre de la personne à muscler comment elle fait avec le mouvement, le stress du monde autour d'elle. Et spoiler, c'est toujours un petit peu des deux au fond. Mais peut-être qu'on en discutera plus tard. Mais oui Arthur, tu as raison, on se retrouve plus tard pour en discuter ensemble. En tout cas, merci pour toutes tes explications. En espérant que cette vidéo vous sera utile pour votre accompagnement au quotidien. Au revoir. Au revoir.